Podcast chez Cavan, en collaboration avec Gestion Arvika Inc., McDonald's, Bull Nutrition, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Spark Energy Drink, Cadence Virtuelle, GMT Collection, All Star Cup, Sliders Keepers, North America Hockey League, la voûte sportive, la passion du sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Focus gardien de but, LDK. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 15 mars 2026, c'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes, du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Édition du 15 mars 2026, exactement 20h03. Très heureux d'être avec vous ce soir. Pour débuter les 15 premières minutes, je serai seul pour faire l'actualité, notamment du draft de la LNHB et autres présentations, notamment de nos nouveaux partenaires, ainsi que des tournois de hockey à venir. Dès 20h15, segment 100% LNH où on va parler du Canadien de Montréal avec Cédric Paquette. Présentement, le Canadien qui perd 1-0 contre les Ducks d'Anaheim. Le Canadien qui est devant ses partisans au Centre Bell. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, voici les sujets du jour lors du segment de 20h15 du haut de la passerelle. Eh bien, plusieurs points seront mis pour vous, notamment le retour sur la date limite des échanges dans la LNH qui était le 6 mars dernier, la course aux séries dans l'Est, la situation Patrick Laine avec le CH, c'est quoi le plan pour l'organisation du Canadien d'ici la fin de la saison, lui qui est revenu de sa blessure, qui est à 100%, mais qui n'a toujours pas disputé de match avec le Canadien. Est-ce la fin de Samuel Montembeault avec le retour de Jacob Fowler et l'acquisition d'un gardien substitut avec le Rocket de Laval pour épauler Capo Kakkonen? C'est la question qu'on va se poser avec Cédric. Et en terminant, Martin Saint-Louis est-il finalement en mode séries éliminatoires au niveau du coaching? On vous parlait des partenaires et bien, comme à l'habitude, Spark Energy, c'est la boisson numéro 1 de votre échec avant. Si vous voulez avoir une boisson pour vous remettre sur le piton, eh bien c'est simple, c'est Spark Energy qu'il vous faut. Rendez-vous dans les IGA près de chez vous ou dans les shops santé également. Échec avant, 10 pour 10% de rabais. Nouveau partenaire, c'est la NAHL, la North America Hockey League. Vous êtes un passionné de Wall of Chell à NHL 26, que vous soyez sur Xbox ou sur PlayStation, rendez-vous sur le serveur de la North America Hockey League, une ligue du dimanche, lundi et mardi. Et voici le classement actuel de la ligue après 2 semaines d'activité dans la North America Hockey League. Le chapitre de Saint-Roch qui est au premier rang avec une fiche de 13, 3 et 2, 28 points au classement. Suivi des Scooby Terrebonne, 11, 5 et 2, 24 points. Les Fanatics de Montréal sont au troisième rang avec une fiche de 11, 6 et 1, 23 points. Ensuite, on a les All Blacks de Gatineau avec une fiche de 500, 9 et 9, 18 points. Les Trashers de Trois-Rivières, 6, 11 et 1, 13 points. Et au dernier rang, les North Halls des Rives, 4, 11 et 3 avec 11 points, on vous rappelle. C'est le classement général après la semaine numéro 2. La semaine 3 qui prend son envol ce soir. Voilà pour la
NAHL. Si vous voulez de plus amples détails concernant le serveur Discord de cette ligue, simplement à nous contacter via notre Messenger. Autre récent partenaire, la Passion du Sport, une ligue de hockey simulé. La ligue simulée pour les vrais. Amène-toi comme étant un futur DG. C'est une ligue où tu possèdes une équipe de la Ligue nationale avec 30 autres DG et vous effectuez vos transactions, vous effectuez vos signatures, vos drafts, vos sélections. Donc, vous êtes vraiment le directeur général de votre équipe et en même temps l'entraîneur-chef puisque vous avez à gérer également les lignes de votre équipe. Donc, voilà pour nos partenaires. Au niveau des tournois, eh bien, on vous lance toujours l'invitation, mesdames, messieurs. Et oui, le 11 avril prochain, c'est le tournoi All-Star Cup tenu au complexe HBLL de Laval. Les inscriptions allstarcup.ca. Plusieurs partenaires seront sur place. Physio Extra, Spark Energy, Bourassa Alimentation, LDK, toujours fier commanditaire, ainsi que NBHPA et l'échec avant, qui sera sur place. C'est 8 catégories. Tournoi entre 7h le matin et minuit. C'est 3 parties assurées, un maximum de 9 joueurs plus un gardien, donc un maximum de 10 joueurs par équipe, 585$ par inscription et c'est plus de 10 000$ en bourse ou 10 aux gagnants. Également, plusieurs prix sont remis au courant de la journée et avec l'échec avant, eh bien évidemment, il va y avoir les fameux quiz. Et on vous lance l'invitation du deuxième tournoi, l'échec avant, et oui, le 16 mai prochain, toujours au complexe HBLL de Laval, tournoi 8 catégories, même chose que celui du All-Star Cup, donc un tournoi qui va se jouer entre 7h et minuit. Voici les diverses catégories, bourse et hoodie aux gagnants, 585$ par équipe, DJ, masso, photographe, des quiz et plusieurs prix sont remis tout au long de la journée, présentation des joueurs lors des finales et annonce des buts également. Inscription allstarcup.ca. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, allons du côté maintenant de la LNHB. Plusieurs sujets pour vous ce soir, mais juste avant, nous l'avons annoncé dernièrement, la Sorentia de Joliette et l'échec avant se sont entendus quant à un retour avec l'organisation. Ça veut donc dire que l'échec avant sera sur place pour l'entièreté des programmes à domicile du côté du Centre Pro Hockey de Joliette lorsque l'équipe reprendra ses activités dans la Ligue nationale de hockey-ball et ce, pour l'entièreté de la saison 2026. Nous allons être présents et allons effectuer des avant- et des après-matchs, également des entrevues avec les groupes d'entraîneurs ainsi que les joueurs présents sur place, que ce soit avant et après les matchs. Et nous allons également effectuer des chroniques sportives entourant l'actualité de l'équipe et résumer les nombreux programmes de la saison. Les premiers programmes pré-saison pour la Sorentia de Joliette sera le 24 et 25 avril prochain, du côté du 24 avril. Ce sera du côté de Joliette, alors que Beauchemin de Sorel-Tracy sera les visiteurs du côté de Joliette, alors que la Sorentia sera à domicile. Et ensuite, le 25 avril, ils seront du côté de Mirabel pour y affronter les Hawks. Donc voici le programme pré-saison où on vous invite à être des nôtres, surtout le 24 avril du côté de Joliette. Les détails viendront sous peu quant à l'achat des billets. C'était le repêchage de la LNHB qui se tenait hier soir dès 19h30 du côté du masculin et nous allons faire le tour de la sélection des nombreux joueurs qui ont pris l'uniforme de la Sorentia de Joliette hier alors que l'organisation était sur place du côté de Granby. Voici donc, mesdames, messieurs, les choix au repêchage de l'Assurantia de Joliette lors de ce repêchage 2026 du côté de Granby. On vous rappelle le repêchage qui débutait dès 19h30 et juste avant, on avait le repêchage LNHBF. Voici le top 3 général du repêchage de la LNHB.
le Titan de Laval qui parlait au premier rang total a repêché Mathis Aguilar. S'en est suivi au deuxième rang Vladimir Faubert pour Sorel Tracy. Et au troisième rang, Zachary Provost fermait les livres et était le troisième choix. Donc voici votre top 3 du repêchage. Maintenant, voici les choix de votre Assurantia de Joliette. Tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux et celles qui regardent présentement ce podcast en date du 15 mars 2026. On vous rappelle que de 20h à 20h15, on fait le tour là, de l'actualité, principalement là, du côté du repêchage de la LNHB entourant l'Assurantia de Joliette. Et dès 20h15, ce sera le segment du haut de la passerelle avec Cédric Paquette où on parlera principalement du Canadien de Montréal qui, présentement, là, c'est 2-2 entre le Canadien et les Ducks du côté du Centre Bell. On vous l'a dit, le troisième choix au total de la Assurantia de Joliette est Zachary Provost. Zachary Provost qui est originaire de Cowansville. Il joue actuellement son hockey là, dans la catégorie C1 au deck hockey de Granby. C'est un attaquant imposant de 6 pieds 2, 186 livres, ayant une cote de H8. 11e choix au total du côté de l'Assurantia, Logan Charby. Logan Charby est un jeune gaucher de 18 ans, originaire de Stukely Sud, où il joue actuellement au complexe Hockeyval de Sherbrooke dans divers programmes dont le B1 Academy MB36, l'Academy Camping et le C2 Octane. Logan mesure 5 pieds 9 et pèse 172 livres. Il est un attaquant pouvant également jouer au poste de défenseur. Par la suite, l'Assurantia de Joliette possédait le 22e choix total qui a été transigé du côté des Huskies d'Anjou, où l'Assurantia a fait l'acquisition du jeune attaquant Olivier Tourchot, qui était avec l'organisation des Huskies depuis la saison 2024. C'est un jeune joueur très talentueux qui évoluait avec les Huskies la saison passée. Et l'entraîneur-chef Guillaume Gélina a déjà parlé avec le nouveau venu dans la soirée du repêchage et lui a également mentionné qu'il avait un poste de libre au sein de son top 6 et que selon lui, il pouvait être potentiellement le jeune attaquant qui pourrait remplir ce poste ayant un bon talent offensif. Par la suite, le 34e, 42e et 46e choix a été celui de Raphaël Bertrand, Michael Dupont et Alexandre Rodrigue, qui sont tous de jeunes joueurs talentueux de la région de Joliette, dont l'un des meilleurs jeunes gardiens de Joliette, en Alexandre Rodrigue, qui, on vous le rappelle, là, tous évoluent au Centre Pro Hockey de Joliette. Nous avons pu recueillir quelques commentaires du directeur général de l'organisation, Louis Bessette, qui s'est dit être super content de la soirée qu'il a connue et que cette dernière avait été assez tranquille. Il a terminé en disant que l'organisation aime et croyait au groupe actuel. Donc, pas eu vraiment de pourparlers autre que la transaction avec les Huskies. Le téléphone a été plutôt tranquille ainsi que les discussions. Mais somme toute, l'organisation de l'Assurantia Joliette qui est très 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 satisfaite là, des sélections qui ont été faites lors de cette soirée et notamment de l'acquisition du jeune Olivier Tourchot qui, on vous le rappelle, est passé des Huskies à l'Assurantia Joliette en retour du choix numéro 22. On vous rappelle le sujet à l'ordre du jour dès 20h15, c'est maintenant le fameux segment du Canadien de Montréal, segment du haut de la passerelle, qui est le segment 100% LNH, où on revient, mesdames, messieurs, sur la date limite des échanges dans la LNH, qui était le 6 mars dernier. La course aux séries dans l'Est qui est plus que serrée. La situation Patrick Laine avec le CH, on va en parler avec Cédric là, qui vient de se joindre à nous, vous allez le voir à la caméra sous peu. C'est quoi le plan du Canadien de Montréal? Est-ce que Patrick Laine va jouer un match d'ici la fin? On vous rappelle, là,
incluant le match de ce soir. Il reste 19 parties, même 18 au Canadien de Montréal. Donc, qu'en est-il pour le 92 du CH? On va en parler. Est-ce la fin de Samuel Montembeault? Le Rocket de Laval a fait l'acquisition d'un gardien numéro 2 pour épauler Kaapo Kähkönen en lien avec Jacob Fowler qui a été rappelé avec le grand club. Samuel Montembeault qui, on le sait bien, connaît vraiment des difficultés depuis le début de la saison avec le Canadien de Montréal. Et somme toute, là, ça sent la fin pour le gardien du Canadien. Martin Saint-Louis a shaké la brigade hier, a sorti Brendan Gallagher du line-up. Est-ce que Martin Saint-Louis est en mode séries éliminatoires au niveau du coaching? C'est ce qu'on va discuter avec Cédric, qui est maintenant avec nous à l'instant même. Cédric, bon, ce sera pas bien long. On va arranger ça, je sais pas pourquoi. Où est-il? On va arranger ça. Et voilà, il est là avec nous, Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. C'est vrai que le Canadien, c'est 2-2 en ce moment, en deuxième période, contre les Ducks d'Anaheim. Es-tu optimiste pour cette rencontre? J'ose espérer une victoire. Faut dire que même avec le match d'hier, c'est un peu difficile en défensive, je trouve. Donc, je suis optimiste, mais j'ai mes rétentions, disons. J'ai mes réticences plutôt, c'est ça que je veux dire. Donc, optimiste, mais je fais attention quand même. Cédric, il y avait la date limite des transactions dans la Ligue nationale le 6 mars dernier, et on va y revenir puisque on n'a pas pu y revenir avant ça. Il y a eu plusieurs transactions mineures, mais il y a eu également des transactions majeures, et je veux vraiment qu'on fasse le tour sur les transactions majeures. Je veux pas qu'on perde notre... Là, je veux juste... Je sais pas si... Il semble avoir un bug au niveau du Discord, là. Ça semble vraiment lent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On va arranger ça, je reviens. Pardonnez-nous, là, il semble avoir un petit problème, là, au niveau du Discord. Ça sera pas bien long. Je suis désolé. Ce sont des choses qui, malheureusement, là, arrivent... qui peuvent arriver à l'occasion. On va voir si le problème est maintenant réglé. Allons voir. Bon. Ça semble encore gelé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme au ralenti. C'est assez bizarre. Ouais. Je ne comprends pas. On va tenter de poursuivre, là. Ça semble être revenu, donc on va continuer. Donc, ce que je disais, c'est vrai que c'est ça. On avait des transactions majeures dans la Ligue nationale, c'est principalement de celle-là qu'on va parler. On va pas commencer à élargir là, les nombreux trades mineurs qu'il y a eu, parce qu'on va être ici encore à 23h ce soir. Et toi et moi, à 23h, on veut dormir. Transaction majeure, on va commencer avec celle du 4 mars 2026, peu avant là, vraiment la date limite du 6, c'est vraiment là que ça a débloqué. Même avant ça, il y avait l'échange à Artemi Panarin contre Liam Greentree, choix de 3e ronde en 2026, mais ça commence à faire loin. Donc, le défenseur Mackenzie Weegar, qui a passé au Mammouth de l'Utah, en retour de Oli Mata, Jonathan Castagna, et 3 choix de 2e tour, et les 3 sont en 2026. Mackenzie Weegar avec le Mammouth, choix intéressant du côté de l'Utah.
Absolument, je pense que le Mammouth sont rendus à une situation où ils n'ont plus besoin de ces choix-là. On s'entend qu'avec le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont déjà dans leur système, c'est pas avec des choix de deuxième ronde que on va améliorer l'équipe de ce côté-là. Donc je pense que c'est une bonne acquisition. Faut dire que Mackenzie Weegar n'a pas la meilleure des saisons là, cette année, mais c'est un défenseur qui est encore très habile, encore très bon. Donc je pense qu'il va retrouver son jeu quand même en Utah. Puis je pense que c'est une bonne acquisition. Je pense que le retour est bon aussi pour les Flames. Eux qui ont justement besoin là, d'aller chercher des jeunes joueurs via le repêchage. C'est pas une équipe qui a beaucoup de bons prospects en chemin vers la Ligue nationale. Puis Castagna, je peux pas dire que c'est un joueur que je connaissais, mais de ce que j'ai vu autour là, de la discussion par rapport à cet échange-là, c'est quand même un bon prospect aussi pour les Flames là, qui vient en retour. Oui, donc échange intéressant pour le Mammouth de l'Utah qui est en plein cœur là, d'une course en séries éliminatoires. Le Mammouth de l'Utah qui présentement est la deuxième équipe repêchée du côté de l'Ouest avec 74 points. Donc 4 points devant les Sharks de San Jose là, qui eux vraiment là, cognent par la porte là, de derrière à 70 points au deuxième rang de l'équipe repêchée. L'Avalanche du Colorado qui a fait l'acquisition de Nicolas Roy le 5 mars 2026 dernier, en retour d'un choix de premier tour en 2027 et un choix conditionnel de 5e ronde en 2026. J'ai hâte de t'entendre sur cette transaction-là parce qu'il faut se dire que Nicolas Roy a été acquis des Leafs en retour de Mitch Marner, faut se le rappeler, dans la transaction l'envoyant aux Golden Knights là, de Vegas. Un peu un move de panique, si je peux le dire comme ça, parce qu'on allait le perdre contre rien. Contre 0 puis une barre, parce qu'on n'a pas voulu l'échanger à la date limite des transactions la saison passée. C'est vrai que Nicolas Roy, bonne acquisition pour l'Avalanche du Colorado. Est-ce trop cher payer un choix de premier tour selon toi? Je pense que oui, je pense qu'on a là un peu un échange. En fait, ce que je pensais au début, c'est que c'était un échange de panique. On avait vu que Nazem Kadri allait pas être échangé. Finalement, Colorado se serait rabattu sur Nicolas Roy un peu en panique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a payé aussi cher. Au point où en sont l'Avalanche, c'est pas ce premier choix-là qui va faire grand-chose. On s'entend que c'est la coupe ou rien pour cette équipe-là, honnêtement. Donc, c'est cher payé. Tant mieux pour les Leafs qui reçoivent quand même un premier choix pour un joueur qui, selon moi, ne vaut pas nécessairement un premier choix. Mais oui, je pense que c'est cher payé. Je pense que c'était justement, là, comme j'ai mentionné, un peu un échange en panique parce qu'on avait besoin de profondeur au niveau des joueurs de centre du côté du Colorado et on pensait qu'on n'allait pas être capable de faire l'acquisition de Kadri, ce qui finalement n'a pas été le cas. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner avec tout ça. Je pense qu'on a donc trop payé en plus là, si on pense au fait qu'on a été chercher Kadri du côté de Colorado. Cher payé de mon côté, là, honnêtement, j'ai hâte de voir quel impact Nicolas Roy va avoir à long terme, surtout en série. J'ai hâte de voir en série. C'est un gros gars, il a un bon gabarit. J'ai hâte de voir la suite des choses. L'Avalanche du Colorado qui a été actif, notamment, là, tu as parlé de Nazem Kadri, on va y revenir. Nazem Kadri qui a été acquis par l'Avalanche du Colorado à la toute fin là, du trade deadline. Vraiment, là, une transaction qui a envoyé Victor Olofsson et Max Curran ainsi qu'un premier choix en 2028 et un deuxième en 2027, mais on va y revenir plus tard. Je tiens à saluer tous ceux et celles qui regardent présentement Jérémy James Noiveau, Fletcher Laflèche, Pierre-Luc Legault et Danick Boudreau. Donc vous êtes salués, messieurs. Une transaction qui, moi, m'a plus que surpris, Cédric. Les Ducks d'Anaheim qui font l'acquisition de John Carlson en retour d'un premier choix en 2026 et un troisième choix en 2027. Quand il dit couper l'herbe sous le pied, Washington le fait à Ovechkin qui, vraiment, ce gars-là, cette journée-là, l'a dit clairement, c'était la pire journée de sa carrière. A perdu un grand chum en John Carlson. Les Caps sont... En faisant ce move-là, l'ont clairement dit, on n'est plus dans la course, c'est terminé, on passe à autre chose. Transaction intéressante, John Carlson à Anaheim, j'aime ça, moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais commencer avec le côté de Washington. Il y a un peu un couteau à double tranchant, deux côtés de la médaille, si tu veux. Oui, je suis d'accord qu'on a coupé l'herbe sous le pied de Ovechkin, mais tu sais, on sait pas toute l'histoire. Est-ce que les Capitals ont essayé d'aller chercher des joueurs, puis finalement se sont rendus compte que le prix était beaucoup trop cher?
Je sais pas quel joueur aurait aidé les Capitals à aller chercher une Coupe Stanley. Si on parle bien de la dernière année d'Ovechkin, c'était probablement ça qu'on aurait voulu voir du côté des partisans de Washington, certainement, d'y aller le tout pour aller chercher une coupe, mais en même temps, je sais pas quel joueur qui a été échangé à part un Panarin qui, semble-t-il, voulait juste aller à Los Angeles. Euh, je pense pas que ça aurait été possible, donc d'un côté, je suis d'accord, tu sais, on a peut-être abandonné un peu rapidement, on aurait peut-être pu faire les séries, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de faire les séries, perdre en première ronde, être obligé de commencer une reconstruction l'an prochain, pas avoir le même retour pour John Carlson? Je pense pas, donc je pense que somme toute, c'est malheureux pour Ovechkin, mais je pense que c'est pas une mauvaise décision du côté des Capitals. Pour ce qui est des Ducks, eux aussi, c'est un peu la thématique là, des équipes qui ont été achetées. Plus tant besoin de ces choix repêchage-là. On a beaucoup de jeunes qui sont déjà avec l'équipe. On a d'autres jeunes qui sont encore en chemin vers la Ligue nationale. Donc, les choix repêchage, on commence à en avoir de moins en moins besoin. Donc, on va chercher un défenseur, un vétéran qui pourrait être très utile en séries éliminatoires. Un gars qui est capable de ramasser des points là, offensivement. Rien à dire sur John Carlson. Donc, une belle acquisition, un échange que je trouve qui est à valeur assez égale des deux côtés, selon moi. Qui aurait cru que les Ducks d'Anaheim et les Sharks de San Jose se retrouvaient dans une lutte pour les séries éliminatoires cette année? Sérieusement, moi, pas pantoute. Brayden Schenn, capitaine des Blues de Saint-Louis, qui est envoyé aux Islanders de New York en retour de Jonathan Drouin. Marcus Gidloff, un choix conditionnel de première ronde en 2026 et un choix de troisième ronde également en 2026. Une grosse acquisition pour les Islanders de New York qui eux aussi là, s'accrochent à l'espoir de faire les éliminatoires. Troisième rang dans la métropolitaine avec 81 points à égalité avec les surprenants Penguins de Pittsburgh qui eux aussi là, s'accrochent à l'espoir d'entrer en séries éliminatoires. Quelle histoire les Penguins, mais Brayden Schenn du côté des Islanders, je veux te demander, est-ce que tu t'attendais à ce que non seulement les Islanders bougent, mais à ce qu'on aille chercher un gars de la trempe de Brayden Schenn? Je pense que oui, la surprise venait du côté des Highlanders. On avait entendu beaucoup de rumeurs là, du côté des Blues que Brayden Schenn pourrait être échangé. Mais c'est quand je vois cet échange-là que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus que le Canadien n'ait pas bougé. Mais quand tu vois le prix que les Highlanders ont payé pour Brayden Schenn, qui, selon moi, c'est un prix qui est énorme, là. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. Je sais que c'est un capitaine, je sais que c'est un leader, un gars robuste, mais je pense qu'on a payé vraiment cher du côté des Highlanders. C'est pour ça que je suis moins déçu, disons, que le Canadien a décidé de ne pas faire d'échange de ce genre-là. Mais si on oublie le prix payé, disons, les Islanders ont quand même une solide acquisition, un gars qui est robuste, un gars qui est un leader. Puis je pense que la décision de lever sa clause de non-échange en dit long sur la culture des Islanders maintenant. On a entendu, là, évidemment, on ne sait pas si c'est nécessairement vrai, mais il semblerait que Brayden Schenn a levé sa clause de non-échange juste pour pouvoir jouer avec Matthew Schaefer. Donc quand tu parles d'un gars qui change une culture, qui change un vestiaire, c'est des bonnes nouvelles d'entendre ça quand tu te mets là, dans les souliers de Mathieu Darche. De voir que ton jeune défenseur repêché premier au total devient finalement une raison de venir jouer avec les Highlanders. Donc, une bonne acquisition. Je pense que c'est trop cher à payer, mais je pense que juste le temps va pouvoir nous dire là, si ça aura valu la peine. On a parlé tantôt de Nazem Kadri qui, à 16h02, heure de l'Est, eh bien, ça a été annoncé, retourne au Colorado avec un choix de quatrième tour en retour de Victor Olofsson, Max Curran, un choix de premier tour en 2028 et un conditionnel de deuxième ronde en 2027. Acquisition de Nicolas Roy. Acquisition de Nazem Kadri. Les Flames de Calgary étaient en mode vendeur. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie du côté des Flames? Je suis mitigé quant au retour qu'on a eu, mais encore là, on a récolté des jeunes, on a récolté des choix, c'est ce qu'on veut quand on est vendeur. Mais du côté de l'Avalanche du Colorado, là, on vient de prendre une sérieuse option sur la finale de la Coupe Stanley, peut-être même là, prétendant à gagner la Coupe Stanley, Cédric. Absolument, je pense qu'ils se sont solidifiés comme favoris là, pour la Coupe Stanley. Je pense que c'est une des équipes vraiment à surveiller. Encore là, c'est quand même un gros prix selon moi pour un gros contrat, un long contrat encore pour Nazem Kadri. Mais justement, l'Avalanche sont en mode on gagne maintenant ou rien. Donc, peu importe le prix, peu importe le terme du contrat, on va chercher des joueurs qui peuvent nous aider à gagner la Coupe cette année et l'année prochaine. Donc, je pense encore un échange qui est au final assez fair. Oui, le Canadien a compté, j'ai entendu mon père dire yes dans le salon. J'ai un petit délai, moi. Viens de le voir. 3-2 Canadien, Nick Suzuki. Parfait, ça.
Et ouais, c'est ça. Donc, un prix un peu cher, je trouve, pour le contrat, mais quand tu te mets à la place de l'Avalanche, je pense que c'est le move à faire. Tu payes trop cher, mais tu te donnes une sérieuse option, comme tu as dit, pour la Coupe Stanley. Bon, là, le Canadien de Montréal n'a pas bougé. Kent Hughes a dit d'entrée de jeu, lors de son point de presse de fin de journée, que le Canadien a été dans le coup pour un joueur tout au long de la journée, mais que malheureusement, ça n'a pas abouti. Il y a des rumeurs qui circulent que le Canadien est dans le coup pour un joueur qui ne figurait même pas dans des rumeurs d'échange. Plusieurs ont associé Matthew Knies à cette potentielle rumeur. On dit bien rumeur avec un grand R, pour faire attention à ceux qui pourraient penser que vraiment c'est Matthew Knies. On sait pas, ça peut être un gars dans l'Ouest, puis on le sait pas. Le Canadien était dans le coup pour Nazem Kadri. Ça, on le sait. Il y aurait eu des discussions pour Ryan O'Reilly, mais Ryan O'Reilly n'a pas semblé vouloir bouger de Nashville. De toute façon, on l'a vu, Ryan O'Reilly et la pression canadienne, c'est pas pour lui. Excusez-moi l'expression, mais il a chié dans chez shorts à Toronto. Imaginez-le à Montréal. Je pense que ce gars-là aurait été se cacher dans un trou. De dire que le Canadien n'a pas bougé, t'en as parlé, c'est pas frustrant vu ce qu'on a payé pour des gros joueurs. On n'est pas rendu là. Si on s'était dit on était à un joueur ou deux d'une finale de la Coupe, j'aurais été peut-être frustré. Mais tant qu'à moi, on n'est pas à un gars d'une finale de la Coupe. On est à un attaquant top 6, on est à un défenseur de profondeur, on est à un gardien numéro 1. Il manque encore trop d'éléments qui vont permettre vraiment la stabilité puis amener la fin de cette reconstruction-là pour se dire, là, on y va all-in, puis c'est maintenant. Est-ce que ça va être l'an prochain? Est-ce que ça va être dans 2 ans? Je pense que ça va être vraiment quand on va avoir un gardien numéro 1 premièrement. Parce qu'un duo Montembeault-Dobèche ne te permettra jamais de te rendre en finale de la Coupe. Puis de toute façon, on l'a vu, c'est probablement terminé. Le Fowler risque de terminer la saison à Montréal. Puis après ça, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait l'acquisition d'un gardien numéro 1 à court terme, en peut-être Binnington ou Bobrovsky? Je donne des noms de même, je dis pas que ça va être ça. Ou est-ce qu'on commence vraiment l'année avec un duo Fowler-Dobèche qui me fait pas peur en soi? Mais encore là, c'est de se demander où on veut se situer par rapport au développement de Jacob Fowler. Moi, je te pose la question, Cédric. De 1, si vraiment le Canadien de Montréal était dans le coup pour un gars comme Matthew Knies, c'est intéressant. Mais jusqu'à quel prix es-tu prêt à t'avancer pour un gars comme Matthew Knies? Parce que clairement, ça va te coûter potentiellement un Michael H, potentiellement un Ryan Backer ou un Caden Goulet, potentiellement 1 ou 2 choix de premier tour, parce que ça a bien beau être Matthew Knies, mais ce gars-là arrive ici avec le Canadien de Montréal, potentiellement sur un premier trio avec Suzuki, Caulfield. Va falloir payer. Je sais pas, toi, où tu te situes par rapport à ça. On va revenir là, sur la situation des gardiens dans pas long, c'est l'un des points, mais par rapport au fait que Kent Hughes était dans le coup, pour un joueur, somme toute, on n'a pas bougé, tu sais, tu perçois ça comment, toi, de ton côté? Ben écoute, ce qu'on a compris de tout ça, là, je vais pas faire mon insider de la NHL, là, j'ai juste un peu été suivre les histoires un peu partout des vrais insiders, là, mais selon mes sources, disons, là, ça serait l'autre équipe qui s'est désistée à la dernière seconde. Donc, ce que je peux dire de ce que je comprends, c'est que Michael H n'aurait pas été impliqué dans cette transaction-là parce qu'on a vu tout partout que Kent Hughes n'était pas prêt à échanger Michael H pour quoi que ce soit. Donc, je pense que si on parle d'un échange de Matthew Knies, même Michael H était écarté de cette possibilité-là. Est-ce qu'on aurait pu voir Ryan Backer être bougé? Ça se peut. Est-ce que tu as mentionné Caden Goulet? Je pense que c'est pas impossible non plus qu'il était dans ces conversations-là. Jusqu'à où j'aurais été prêt à aller pour payer, c'est difficile à voir le prix qu'on a payé pour certains joueurs. C'est difficile même de m'avancer avec une hypothèse de qu'est-ce que l'offre d'échange du Canadien ressemblait, parce que quand tu vois le prix payé pour un Nicolas Roy, j'ai l'impression que ça aurait coûté aux Canadiens 4 choix de premier tour, Goulet, Rainbacker, PH. Mais je pense pas que Kent Hughes aurait fait un move comme ça, donc je pense pas que c'était ça l'offre qui était sur la table du tout. Évidemment, je pense que c'est un échange qui aurait fait beaucoup de sens. Je pense que ce qui a fait peut-être pas nécessairement dérailler la transaction,
mais peut-être un peu à quelque part, c'est qu'on n'a pas été capable d'échanger le contrat de Laine. Est-ce que Laine faisait partie de cet échange-là aux Maple Leafs, puis les Maple Leafs ne voulaient pas recevoir ce contrat-là finalement pour la fin de la saison? C'est pas impossible non plus. Mais je pense que Kent Hughes a mentionné aussi que c'était un dossier qui était revisitable cet été. J'ai donc hâte de voir si on va être capable d'aller chercher ce joueur-là parce que c'est sûr qu'on va devoir donner des joueurs. Là, je suis pas dupe non plus. Mais si tu me dis qu'on a un Michael Age qui s'en vient à la fin de la saison, selon ce que j'entends, je peux pas dire que je suis le Rocket à la lettre, mais selon ce que j'entends, David Reinbacker est de plus en plus prêt à jouer dans la Ligue nationale. Si tu me dis qu'on est capable de sortir un, peu importe qui d'autre que Reinbacker et Age, puis tu rajoutes ces gars-là plus un Matthew Nice dans l'alignement l'année prochaine, je pense que le Canadien prend, pour reprendre ton expression, une sérieuse option pour les séries éliminatoires parce qu'un Matthew Nice, c'est un joueur du style de la shape, mettons, de Slavkovski, mais encore plus physique. Donc, c'est un autre attaquant de puissance. Ça t'en fait un sur tes deux premiers trios. Tu as des gars qui sont capables d'aller gagner des batailles sur le bord des bandes, donner la rondelle à leurs joueurs. Si tu me dis qu'on a le droit à un trio Caulfield, Suzuki, Slavkovski et un trio Nice, Hage, Demidov, je pense que le Canadien va commencer à avoir l'air de quelque chose de très, très, très potable pour l'avenir. Est-ce que ça va arriver? C'est encore ça la grande question. Est-ce que c'était même Matthew Nice? De ma compréhension, oui, mais encore là, on n'aura jamais une confirmation claire, à moins qu'un échange se fasse cet été. C'est 3-3, le Canadien et les Ducks. Les Ducks qui ont créé l'égalité, là, Troy Terry. Donc 3-3 au Centre Bell en deuxième période. On tient à saluer tous ceux et celles, encore une fois, qui sont présents avec nous ce soir. Jimmy James, Noiseau, La Flèche, Fletcher, La Flèche, Pierre-Luc Legault, Danick Boudreau, Jonathan Posé et Cédric Jacques. Vous êtes salués, on vous le rappelle. Vous regardez le segment du haut de la passerelle, segment de 20h15 jusqu'à 21h. On est présentement sur la date limite des échanges dans la Ligue nationale et on s'en va vers la course aux séries dans quelques instants. On va également revenir sur la situation de Patrick Laine. Est-ce la fin de Samuel Montembeault et Martin Saint-Louis en mode série? Toujours accompagné de Cédric, la voix mielleuse de votre échec avant Paquette. Cédric, assurément, on va avoir hâte de voir ce qui va se passer d'ici au repêchage. On va garder un œil sur l'été que Kent Hughes va avoir. J'ai l'impression là, que le Canadien risque de s'améliorer d'ici là. Chose certaine, je pense pas que le Canadien va en rester là au moment de l'été. Je crois vraiment que la saison prochaine, là, c'est là où on va accélérer le pas. Situation, Cédric, dans l'Est, quelle course aux séries dans l'Est. C'est simple, tu perds une game, tu drops équipe repêchée, tu gagnes une game, tu remontes dans le top 3 dans l'Atlantique. Les Sabres de Buffalo sont au premier rang à 88 points. Le Lightning au deuxième rang à 84 points. Le Canadien de Montréal est au troisième rang à 82 points. Dans la métropolitaine, la Caroline à 90, les Pingouins à 81, les Islanders à 81. Les Browns de Boston, qui étaient quasi morts, Cédric, ont ressuscité. Je sais pas ce qui s'est passé du côté des Browns. Mais à chaque fois qu'on pense qu'ils sont battus, ces là sont toujours présents. Les Wings de Détroit à 80 points et les Jackets qui cognent tout juste en arrière à 79 points. Je te pose la question, en date d'aujourd'hui, serré comme ça, est-ce que tu crois toujours aux chances que le Canadien soit en série après 82 matchs? C'est sûr que si on joue les 18 derniers matchs comme on a joué le dernier et le début de celui-ci, j'y crois moins. Mais j'ai confiance. Le Canadien nous doit faire des bons matchs. La lutte va être serrée, c'est certain, mais j'ai l'impression que Détroit, c'est un peu en train de se défaire. Donc, si on est capable de rester évidemment dans les trois positions de tête dans l'Atlantique, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est sûr que si on commence à descendre dans les équipes repêchées, là, ça va commencer à être très, très, très serré avec les équipes de la division métropolitaine qui vont cogner à la porte aussi derrière le Canadien. Donc, évidemment, là, ça sonne un peu niaiseux comme façon de le dire, mais évidemment que pour faire les séries, il faut rester dans les trois premières positions de l'Atlantique. C'est logique, c'est ces trois positions-là qui t'amènent en série. Donc, évidemment, j'ai plus de certitude si on reste dans ces positions-là. Si on descend dans les équipes repêchées, là, comme j'ai dit, c'est très, très, très serré. Donc, mais oui, j'y crois encore. Je pense que le Canadien peut aller en série. C'est en série que je pense que ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais pour les faire, j'ai encore confiance. S'il y en a un qui doit rire présentement,
Il s'appelle Stuart Skinner. Il est avec les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins qui se battent pour une place en éliminatoire avec 81 points. De l'autre côté, s'il y en a un qui doit pleurer, c'est probablement le directeur général des Oilers d'Edmonton, puis probablement Connor McDavid qui se dit qu'est-ce que j'ai fait là à prolonger 2 ans. À quel point Tristan Jarry est pourri. À quel point ce gars-là est misérable. De mémoire, là, la dernière fois que j'ai regardé, ce gars-là avait comme 850 d'efficacité. Au-dessus de 4 buts alloués par match. À quel point on a changé un gars qu'on pensait que c'était le problème pour un gars qui est réellement ton problème présentement. Là. C'est à se demander si le problème, c'est pas la défensive. Parce que Jarry, c'était pas nécessairement le meilleur gardien de but de la Ligue à Pittsburgh, mais c'était pas atroce comme ça. Skinner, tout le monde pensait que c'était le pire gardien de la Ligue. Il se ramasse à Pittsburgh. Ah, il est pas si pire que ça finalement. Tu mets n'importe qui devant le filet des Oilers, on dirait que ça devient le pire gardien de but. Donc c'est à se demander si c'est pas la défensive qui a de la difficulté. On le sait que Evan Bouchard a Pourri des défensivement. problèmes de turnover défensif, Pourri. évidemment. Donc ça aide pas. J'ai vu aussi quelqu'un qui disait que on s'est rendu compte que la clause de non-mouvement de Darnell Nurse s'applique aussi à ses patins. Donc ça aide pas. C'est une Darnell défensive qui a Nurse, beaucoup là. de difficultés. Darnell Nurse, 9,5 millions. ça n'a pas de bon sens. Je suis Pour d'accord un gars qui a de la avec toi. misère à faire un 3,60. Il a de la misère, là. Il revient dans sa zone défensive. Il a de la misère à faire son pivot pour en revenir de reculons. Là. Limite, s'il frôle pas ses 2 patins puis qu'il se casse pas la gueule sa ligne bleue, là. C'est littéralement décourageant. Là. Je ne comprends pas comment on a pu octroyer 9,5 millions pendant quoi? 8 ans à Darnell Nurse? Je pense que oui, je pense que c'était le maximum là, de durée de contrat à l'époque, donc 8 ans. Comment Leon Draisaitl a signé 14 ans avec les Oilers? Je comprends pas. Il a signé 14 ans. Pas, 14 millions. Hein, 14 millions Ouais, pour 8-9 ans. Je ne comprends pas. C'est 4-3. 4-3 en fin de deuxième, mais je pense qu'on dit qu'il reste plus de temps. On s'en va voir la reprise. On l'entendre aussi. On s'en va voir la replay. Mais je crois qu'il n'y a pas de but. On s'en va là, visionner, mais je suis pas mal certain qu'il restait plus de temps. Attendons de voir. On est en suspense, mesdames, messieurs. Si c'est comme hier, tu vas attendre une dizaine de minutes avant d'avoir une réponse. Ah ouais, ah non, il n'y a pas de but, clairement. Clairement, alors, la lumière verte est allumée, puis ça faisait 3 secondes avant que Texier lance. Il n'y a pas de but, c'est confirmé, mesdames et messieurs. Toujours 3-3 après 2 périodes de jeu au Centre Bell. Le Canadien qui avait pris les devants grâce au but de Suzuki. Et c'est Troy Terry qui a créé l'égalité. 17 lancés pour les Ducks d'Anaheim. Il va falloir là, qu'on resserre la défensive du côté du Canadien en 3e période. Bataille serrée dans l'Est. Hâte de voir la suite des choses, mais le Canadien qui va devoir resserrer sa ligne défensive. Et les Oilers d'Edmonton, pour vrai, là. Mes sympathies, mais Darnell Nurse et Evan Bouchard à plus de 20 millions pour les deux ensemble. Et j'ai mal au cœur. Je suis content d'avoir Mike Matheson ici à Montréal. Dire qu'il y en a qui prenaient Darnell Nurse avant Mike Matheson. Je dis ça, je dis rien, là. Ouais, moi, j'aime bien Mike. Que ce soit Mike Chirona ou Mike Matheson, je prends Mike dans tous les cas. je prends Mike dans tous les cas. Cédric, Patrick Laine est de retour avec le Canadien depuis déjà plusieurs semaines. Ça date même d'avant le trade deadline. Il est à 100%, il patine, il est à l'entraînement, sa femme a lancé un cri du cœur, veut voir jouer mon mari. On a tenté de l'échanger, on a permis à l'agent d'aller vendre les services de Patrick Laine, probablement qu'il s'est fait revirer de bord aussi vite. On fait quoi avec Patrick Laine? Parce que là, présentement, t'as un bouchon en termes de profondeur. T'as trop de joueurs dans ton alignement. T'es obligé d'en sortir un à tous les soirs pour alterner. Hier, c'était Gallagher. Aujourd'hui, c'était Bolduc. Avant ça, c'était Texier. Who's next? Je ne sais pas. Peut-être un Anderson qui vraiment, lui, c'est... J'ai été longtemps le défendeur numéro 1 de Josh Anderson, mais là, il peut aller s'asseoir. Là.
Donnez-y 2 hot dogs all le reste, là, puis qu'il reste là pour être plus capable. Plus capable. Un gars... Puis le pire, c'est qu'il a un physique lui permettant de pouvoir être dégueulasse sur la glace. Ce gars-là pourrait frapper partout. Il est pas mauvais au niveau des mains. On l'a déjà vu dans le passé, là. Ce gars-là, à sa première saison, c'était près de 30 buts. Il a des mains, ce gars-là. Il est capable de s'en servir. Mais je sais pas ce qui se passe. L'an passé, il y avait des flamèches. Il était revenu, on avait espoir. Puis là, cette année... Where is Anderson? I don't know. Après moi, il est resté chez eux. Il y a des décalages. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Laine selon toi? La question que je veux te poser, est-ce qu'il va jouer un match d'ici la fin de la saison? Si c'est moi qui prenais la décision, non. C'est simple comme ça, selon moi. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut apporter, honnêtement. Là, l'avantage numérique du Canadien, si je ne me trompe pas, depuis la pause olympique, c'est quelque chose comme 35%. Est-ce qu'on a besoin de Patrick Laine? Non. La première vague compte les buts qu'on a de besoin. Est-ce que tu as besoin d'un spécialiste de l'avantage numérique sur un avantage numérique qui marche déjà pour... Quand il joue à 5 contre 5, ça devient un trou noir défensif. Puis même, honnêtement, 5 contre 5, offensivement, il apporte pas de vitesse, il apporte pas de vision de jeu. Il apporte un lancer une fois de temps en temps. Oui, un lancer foudroyant, je vais lui donner ça. C'est le tir le plus puissant que j'ai vu de ma vie, je pense. Avec le Canadien, disons. Là. Mais je vois pas Qui est-ce que tu sors de l'alignement en ce moment? Là, en ce moment, il y a Bolduc qui est sorti. Est-ce que tu sortirais Bolduc pour faire entrer Patrick Laine? Non. Parce que Bolduc, il va au minimum donner une coupe de mise en échec que Laine ne donnera pas. Est-ce que tu sors Gallagher pour Laine? Non, parce que Gallagher va au minimum donner une coupe de mise en échec que Laine ne donnera pas. Est-ce que tu sors Josh Anderson pour Patrick Laine? Non, parce que Anderson est capable de jouer dans des avantages numériques quand même s'il y a de la difficulté cette saison. Je suis d'accord avec toi que ça serait probablement le prochain pour moi aussi à sortir de l'alignement. Est-ce que tu sors Texier de l'alignement pour Laine? Non, le gars, même défensivement, je trouve qu'il est responsable. Le gars sur les bords des bandes, difficile d'y enlever la rondelle. Moi, je suis quand même encore, je vais pas dire un fan de Texier. S'il manque des matchs, il manque des matchs. J'ai rien à dire là-dessus, mais je pense que amène beaucoup plus à l'équipe que Patrick Laine. Donc, pour moi, si la décision me revenait à moi, je pense que Laine ne devrait plus jouer de la saison. Je pense qu'on n'a pas besoin de ses services. Il y a une spécialité, puis présentement, c'est pas de ça que le Canadien a besoin. Si tu me disais que c'était un bon marqueur à 5 contre 5, je dirais oui sur la première ligne, mais c'est juste pas ça. C'est malheureux parce que j'ai aimé ce gars-là en tant que personne. J'étais super content quand il est arrivé avec le Canadien. Super content quand il a compté son tour du chapeau. Tout le monde était devenu fou avec Patrick Laine. Puis là, finalement, c'est malheureux que ce soit comme ça que ça se finisse. Mais je pense que si c'était ma décision, comme je dis, il ne jouerait pas. Puis je pense que c'est la décision qui va être prise par l'état-major du Canadien. Intéressant. Puis on va y revenir là, par rapport à Who's the Next dans les gradins. Parce que Martin Saint-Louis semble être en mode série déjà au niveau de son coaching, au niveau de ses lignes, de son line-up. On vous rappelle, là, mesdames et messieurs, vous regardez l'échec avant 15 mars 2026. Vous êtes dans le segment du haut de la passerelle, segment 100% LNH, où on parle principalement ce soir du Canadien de Montréal, incluant la date limite des transactions du 6 mars dernier. Le Canadien, qui, on vous le rappelle, présentement est au Centre Bell contre les Ducks d'Anaheim et c'est 3-3 après 40 minutes de jeu. Vous avez une petite soif, vous avez envie d'un boost, eh bien on a la solution pour vous. C'est Spark Energy, la boisson numéro 1 du podcast Échec Avant. Rendez-vous dans un IGA près de chez vous ou également chez Shop Santé ou bien sur le site de Spark Energy. Et n'oubliez pas, code promotionnel. Eh bien oui, Cédric, on a un code promotionnel avec Spark. C'est échec avant 10 en majuscule, tout collé pour un 10% de rabais. Donc, on vous dit, la boisson numéro 1, c'est Spark Energy. Lane Hudson, c'est 66 points depuis le début de la saison. Nick Suzuki, 76 points. Est-ce qu'on peut penser à une saison de 100 points pour Nick Suzuki? Ou on est plus près d'un 40 pour Cole qu'un 100 pour Suzuki? Ah ben, on est beaucoup plus près d'un 40 pour Caulfield, qui en a déjà 39, si je me trompe pas, avec le but qu'il a compté ce soir. Il est à un but de se rendre à 40. Donc évidemment, on est plus près d'un 40. J'ai quasiment envie de dire qu'on est
peut-être plus près d'un 50 pour Caulfield qu'un 100 pour Suzuki. Je sais pas si c'est fou à dire. J'ai l'impression qu'il est sur une lancée. Là, si je me trompe pas, il y a quelque chose comme 18 ou 19 buts à ses 18 derniers matchs. Est-ce qu'on va finalement Donc, finir d'entendre parler de la légende Stéphane Richer? Écoute, je pense si c'est pas cette année, j'ai des grosses ambitions pour lui l'année prochaine. C'est sûr que c'est pas moi qui est contre les buts, mais je pense qu'il y a des bonnes chances là, d'en compter une cinquantaine l'année prochaine à voir comment il marque de ces temps-ci, surtout les samedis soirs, étonnamment. C'est assez spécial, honnêtement. Mais je pense qu'on peut espérer une saison de 100 points pour Suzuki. Est-ce que ça va arriver? Ça va être serré. Il est présentement sur une... je sais pas c'est quoi le mot en français, sur un pace de 102, si je me trompe pas. Peut-être que je suis dans le champ complètement, là, ça se peut. Mais il faudrait qu'il soutienne ça. C'est sûr que ça va devenir de plus en plus serré avec la fin de la saison. Donc, il faut pas nécessairement se fier à ce pace-là, surtout quand il reste juste une quinzaine de games. Et dans l'Est, là, la lutte, t'en as parlé à plusieurs reprises. La lutte est tellement serrée que tous les matchs vont se resserrer, surtout dans les 10 derniers de la saison. Donc, il va falloir vraiment qu'il y ait une production solide là, dans les 6, 7, 8 prochains matchs pour après ça descendre dans les plus serrés à la fin. Mais on est en droit de rêver à ces deux choses-là, à 100 points et à 50 buts là, avec le Canadien cette saison. Cédric, j'ai hâte de t'entendre suite à mon affirmation. Et j'y vais direct sec comme ça, pif paf pouf dans la pantoufle. Samuel Montembeault ne jouera plus un match avec le Canadien de Montréal d'ici la fin de la saison. Je peux-tu pousser ça encore plus loin? Samuel Montembeault ne jouera plus un match avec les Canadiens, point, t'arrêtes la phrase là, je pense. Ouais, c'est ce que Je je pense que disais. c'est fini. Pif paf pouf dans la pantoufle. C'est fini. Il reste une année de contrat par la suite, mais je pense que la suite logique des événements, selon moi, est de le faire passer par le ballottage pendant l'été, disons, puis Écoute, pas d'espérer qu'une équipe le réclame, là, mais on a été chercher un gardien auxiliaire là, dans Shepard en provenance de Belleville. Là. C'est fini. Là. je pense que ça veut tout dire. Puis honnêtement, le timing pouvait pas être plus révélateur que Fowler qui sauve le match du Canadien dans les dernières secondes contre Ottawa. Puis le lendemain, on annonce que le Canadien va chercher un gardien auxiliaire dans la Ligue américaine. Je pense qu'on a trouvé... je pense qu'on le savait déjà, on a notre gardien d'avenir en Fowler. Je pense que toutes ses performances nous prouvent que ça va être ça. Tu en as parlé tantôt pour l'année prochaine, un duo Fowler et Dobèche. Je pense que c'est quand même pas une mauvaise solution du tout. Je pense qu'on a un Fowler qui semble prêt à commencer tranquillement à assumer un rôle de numéro 1 dans la Ligue nationale. Je pense que l'année prochaine, on devrait voir un tandem. Je veux pas nécessairement voir Fowler là, être obligé de garder le filet 65 fois sur 82. Là. Je m'attends pas à ça non plus l'année prochaine, mais quelque chose comme un 45 matchs pour Fowler peut-être. Je pense que ça pourrait avoir du sens, mais je pense que tu l'as bien dit. Là. Je pense que Montembeault, malheureusement, c'est dommage. Je l'ai défendu beaucoup, puis on va être 100% honnête, puis c'est pas rien de... J'ai pas de billet là, pour qui que ce soit, mais selon moi, on a fait les séries l'année passée en grande partie grâce à Montembeault. Là, je pense que cette responsabilité se divise en deux joueurs. C'était Suzuki et Montembeault après la pause là, des 4 nations qui ont tenu le Canadien pour les amener en série. Donc ça me fait de la peine de voir que Montembeault a eu toutes ces difficultés-là. Par la suite, la blessure en série. Finalement, on se ramasse cette année une dure saison, puis il se fait simplement dépasser par les jeunes. Donc ça me fait un peu de la peine, mais malheureusement, ça reste une business et on est dans la business de gagner des Coupes Stanley. Donc, si tu fais pas le travail, malheureusement, on en est à ce point-là pour le Canadien où on va simplement devoir passer outre. Là. Tu sais, je me pose beaucoup de questions parce qu'on a tellement entendu de rumeurs au sujet de Samuel Montembeault, mais moi, je me demande, est-ce que Samuel Montembeault, lorsque le camp d'entraînement a commencé, était-il réellement remis à 100% de sa blessure contre Washington en séries éliminatoires? Parce que depuis cette blessure-là, Samuel Montembeault n'a jamais été le même. On a vu des flashs par moment, mais rien de concret, rien de tu sais, sur une base régulière. Moi, j'ai l'impression que cette blessure-là, le ralenti, a probablement jamais été prêt pour le camp d'entraînement. J'ai l'impression qu'il a peut-être eu un été difficile. Mais Samuel Montembeault, là, présentement, a joué 25 matchs. Puis il a pas été bon. On dirait qu'il n'a jamais été prêt depuis le début de la saison. Il n'a jamais été là. Ses déplacements sont pas fluides. Il est lent. Il est pas là. Il a de la difficulté à donner des... Tu sais, on dit qu'un bon gardien va être capable de rediriger ses retours, mais Samuel Montembeault n'est pas capable de rediriger ses retours. Il a de la misère à conserver la rondelle. Tu sais, on a vu souvent dans le passé des
des montages photos de gardiens avec un ballon de plage qui passe, mais je suis désolé, mais Montembeault, présentement, c'est ça. Il n'y a rien qui arrête, c'est hallucinant. Un tir de la pointe où il n'y a personne devant lui, il est placé tout croche, et limite, il s'enfarge dans son crease. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ton affirmation, mon affirmation est la bonne. Samuel Montembeault, tant qu'à moi, ne regaulera plus avec le Canadien de Montréal. Puis je pense que c'est terminé. Tu sais, j'ai vu une vidéo là où il était avec Marco Marciano à l'entraînement, puis il était collé sur la bande dans le centre, puis Marciano, il faisait des passes, on dirait. Tu sais, rendu là, tant qu'à pratiquer le goaler, à réceptionner des passes, envoie-les donc dans la chambre. Tu sais, je m'excuse, là, mais tu le fais pratiquer à réceptionner des rondelles comme s'il faisait des sorties de son filet, mais il y a de la misère à gauler dans son filet. Fait qu'avant de penser de le faire pratiquer à sortir de son net, je sais pas, là, mais moi, tant qu'à moi, Montembeault, c'est dommage, là, mais écoute, mon gars, prends ton mal en patience, attends la fin de la saison, puis au pire, s'il veut être soumis au balotage, envoie-le en bas, là. T'sais, rendu là, il n'y a plus rien à perdre. Je sais pas si c'est possible parce qu'il y a un contrat possiblement à un volet. C'est pas possible vu qu'il n'y a pas. La seule manière que tu peux t'envoyer là, dans la Ligue américaine, remise en forme. transaction, c'est si tu as déjà joué dans la Ligue américaine. Puis je pense que ils l'ont envoyé là, pour un petit bout de conditionnement, mais je pense que ça compte pas comme un vrai retour là, dans la Ligue américaine. Donc il pourrait pas être soumis là, pour l'instant. Vraiment dommage pour Samuel Montembeault qui, comme tu l'as dit, là, l'an passé, ça a été la révélation avec Suzuki au retour là, des 4 nations. Mais malheureusement, c'est terminé. Il n'a pas été capable de revenir au Samuel Montembeault de la saison passée. C'est vrai qu'en terminant, Martin Saint-Louis a sorti Brendan Gallagher de l'alignement hier. Brendan Gallagher qui commence à vraiment en arracher. C'est des moyennes de 7-8 minutes par match. Puis même là, c'est difficile. On peut pas y enlever ce gars-là. A le cœur sur la main. A le CH tatoué sur le cœur. Même si c'est 7 minutes, il va y aller à fond de train. Arrive au banc à moitié mort. Limite, le pacemaker qui est là. C'est vrai qu'est-ce que Martin Saint-Louis, présentement, est en mode séries éliminatoires au niveau de la gestion de son alignement? Absolument, puis je pense que c'est la bonne chose à faire, passer le deadline. Tu veux te préparer. Je pense que les Canadiens sont confiants qu'ils vont faire les séries, donc tu veux te préparer à qu'est-ce qui s'en vient. Ça me fait de la peine de voir Brendan Gallagher laissé de côté, évidemment, mais comme tu l'as dit, je pense que c'est pas nécessairement du fait qu'il en arrache pendant les matchs. Je pense que le gars, il a peut-être besoin d'un match ou deux pour juste reprendre son souffle. Parce que veux pas, ça a été un long voyage dans l'Ouest. On a joué 2 back-à-back dans la même semaine. Le gars, il a peut-être juste besoin de se reposer un petit peu, de revenir frais. Fait que pour moi, c'est pas une mauvaise décision. C'est sûr que ça me fait de la peine, là, évidemment. Là, comme tu l'as dit, le gars, il a le CH sur le cœur, puis c'est clair, puis tu pourras jamais y reprocher de ne pas s'être donné à 100% pour une présence sur la glace. Le gars, il fonce tête baissée, peu importe c'est qui l'autre bord, il va aller te le frapper dans la bande, puis il va essayer d'y prendre la rondelle, puis ça, c'est le plus bel exemple que tu peux avoir encore avec tous les jeunes autour. Donc, évidemment que c'est ça, je comprends qu'on l'ait sorti de l'alignement. À quelque part, j'ai quand même l'impression qu'il est utile dans l'alignement juste de par l'effort qu'il amène. C'est sûr que quand tu t'es pas donné à 100%, que tu retournes au banc et que tu vois Brendan Gallagher qui est à moitié mort, comme tu as dit, après sa présence, ben, tu te sens un petit peu niaiseux de ne pas avoir travaillé comme il faut. T'sais. Fait que je pense que j'espère que c'était juste pour y laisser reprendre son souffle. J'espère que ce ne sera pas lui qui sera sorti à tous les 2 matchs, disons. J'espère le voir. Évidemment que peut-être qu'on le préserve pour les séries aussi. J'espère le voir à tous les matchs des séries. Je pense que ça va être difficile d'y faire avaler qui n'est pas dans l'alignement pendant les séries. Donc, je ne m'attends pas à le voir sorti des séries trop. Mais, ouais, écoute, je comprends la décision, mais c'est sûr que ça me fait un peu de la peine aussi. Potentiellement dans des 2-en-2. C'est ce qui risquerait d'arriver d'ici aux séries éliminatoires. Là, je sais plus s'il en reste gros. Là. Je pense qu'on achevait là, les fameux 2-en-2. Là. Je suis en train de regarder rapidement. Ça semble être pas mal là, le dernier parce qu'après ça on joue contre Boston mardi, Détroit jeudi, les Islanders samedi, après ça va au 24 mars contre les Hurricanes, le 26 contre les Blue Jackets, le 28 on a le 28-29 qui est un back-to-back, donc peut-être là on a un autre back-to-back le 4-5 avril contre les Devils du New Jersey, puis on a un autre back-to-back le 11 et le 12 mars. Donc, potentiellement, peut-être dans des matchs, 2 matchs en 2 soirs, c'est peut-être là où on va voir Brendan Gallagher là, prendre un peu de repos.
Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose si c'est pour le préserver là, dans le but là, de l'avoir à fond de train lors des séries éliminatoires. Mais j'ai envie de te poser, j'ai envie de dire la question qui tue. Est-ce la dernière saison de Brendan Gallagher? Je pense pas. Je pense que c'est un gars qui va avoir de la difficulté je pense il reste une année de contrat, je pense qu'il va la jouer. Puis ce qui va être difficile, c'est ça va être encore ça. Le gars il est déjà fatigué, tu lui rajoutes une année de millage l'année prochaine sur son corps. Ça va être difficile. Je pense pas que c'est sa dernière saison. Je pense qu'il va jouer là, la saison prochaine. Je pense que la saison prochaine pourrait être sa dernière, par exemple. Mais il jouera pas 82 matchs la saison prochaine, ça c'est sûr. Je serais surpris de le voir jouer la saison complète. Déjà cette saison-là, on y en fait manquer, donc je serais surpris là, de le voir jouer tous ces matchs. Ce qui est dommage, c'est que c'est les blessures qui rattrapent Brendan Gallagher, qui vraiment là a pas été épargné des blessures au courant des dernières saisons. Peut-être plus là, au courant des 2-3 dernières. Là. Mais malheureusement, faut pas s'en cacher. Là, Brendan Gallagher qui a écopé avec des blessures sérieuses qui lui ont fait rater beaucoup d'activités lors des dernières saisons. Lui qui va disputer la dernière année de son contrat la saison prochaine. 21h, 2 minutes, mesdames, messieurs. C'est ce qui met fin à notre épisode de ce soir où on vous le rappelle, de 20h à 20h15, on a fait le tour un peu de nos nouveaux partenariats, de nos tournois à venir le 11 avril du côté de Laval All-Star Cup et le 16 mai, deuxième édition du tournoi L'échec avant. Ensuite, on a passé au repêchage de la LNHB où on a parlé des récents choix de la Surantia de Joliette parce qu'on vous le rappelle, L'échec avant fera la couverture médiatique tout au long de la saison 2026 pour la Surantia lors des programmes à domicile au Centre Pro Hockey de Joliette. Et on est très fiers d'être de retour. Et on a terminé de 20h15 à 21h le segment du haut de la passerelle où on a parlé principalement du Canadien de Montréal, mais on a aussi fait un survol du côté de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey qui avait lieu le 6 mars dernier. Cédric, merci d'avoir été là et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce soir, j'aimerais faire une mention honorable et j'aimerais dédier cet épisode-là à Pierre, un membre de notre famille décédé la semaine dernière où on a, j'ai envie de dire, célébré hier tous ensemble un peu, là, remémorer un peu la mémoire de Pierre. Donc, si tu le veux bien, on prend un petit instant puis on le salue. On dédie cet épisode à Pierre et on te salue, repose en paix. Donc voilà, c'est fait. Cédric, merci d'avoir été là encore une fois ce soir. Merci à toi. C'était Marc-Olivier et Cédric Paquette de votre échec avant, mesdames, messieurs. On vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente fin de rencontre entre le Canadien et les Ducks d'Anaheim. On vous dit go Habs go et on se dit à la prochaine pour un autre rendez-vous de votre échec avant. Allez, salut, ciao. L'échec avant, où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément, les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport d'hiver.